Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Maxime qui travaille dans l'immobilier depuis 3 ans et qui est résident permanent à Montréal. On va aborder le coût de l'immobilier, les tendances du marché et ce que doivent savoir les francophones avant d'investir dans l'immobilier ici à Montréal. Salut Maxime et merci d'être sur le podcast. Salut Hélène, merci de me recevoir. Avant d'être courtier immobilier résidentiel à Montréal, tu as été mécanicien en région parisienne. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de nous dire ce qui t'a amené déjà à changer de métier et puis aussi qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Pour faire court, mon parcours en France, je l'ai passé dans l'automobile, donc de mes 16 jusqu'à mes 25 ans. J'ai commencé par du lavage auto, mécanicien automobile, remorqueur. Par la suite, j'avais un petit business d'achat-vente de voitures. Mais je voulais changer complètement d'horizon. Je voulais découvrir autre chose et je savais pas trop quoi faire en France. J'étais un peu pas perdu, mais je voyais pas trop les possibilités d'évolution. Je suis venu en congé, je suis venu en vacances à Montréal et puis on a voyagé à travers le Québec avec ma conjointe. On a fait pas mal de zones au Québec, un peu en Ontario. Et je suis tombé un peu sous le charme du pays, sous le charme de ses habitants et sous j'ai vraiment aimé la mentalité en vacances. Et c'est là où c'est en rentrant, en rentrant en région parisienne après ces vacances, j'étais encore plus perdu, forcément, parce que j'ai beaucoup aimé la mentalité. J'avais 23 ans à l'époque. Donc j'ai appelé ma conjointe un soir après ces vacances et je lui ai dit écoute, on part là-bas, on tente l'aventure. Donc après ça a été assez rapide, le PVT je l'ai obtenu assez rapidement elle aussi. Elle est infirmière donc pour elle au niveau du travail il n'y avait pas trop de problème. Moi je venais un peu plus à l'aventure. Donc je suis arrivé ici avec 4000 $ en poche, pas un dollar de plus. Et c'était parti. Donc j'ai commencé avec un petit boulot et puis un petit boulot, un deuxième petit boulot dans les installations de pare-brise. Et Ok. puis, de fil en aiguille, avec le Covid, je me suis lancé à mon compte dans la vidéoproduction. J'ai fait un court passage pendant 1 an. Et de là, j'ai rencontré des investisseurs immobiliers, puis je suis retourné aux études. Là, on est en... Parce que tu as parlé du Covid, on est en 2019, on est en 2020, on est à quelle période? Je suis arrivé ici en janvier 2019. Juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid. Ok, et au niveau du boulot, comment ça se passe? Parce que tu étais en plein dans cette période malheureusement. Est-ce que tu trouves facilement? Est-ce que tu changes un peu de job vu que tu as fait plusieurs trucs? Comment ça se passe? Je suis arrivé avant, on va dire peut-être 1 an avant le Covid, un petit peu moins peut-être. Ok. J'ai trouvé assez facilement. J'étais agent de comptoir dans une agence de location de voitures. Puis par la suite, j'ai trouvé un boulot dans les installations de pare-brise. J'étais payé presque salaire minimum, mais c'est aussi grâce à ça que j'ai envie de voir autre chose et essayer autre chose. Parce que quitte à venir ici, autant essayer des choses. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la vidéo en 2000, si je dis pas de bêtises, 2021. Et ensuite, comment ça s'est fait le switch sur la partie immobilier? C'est grâce à ces rencontres avec les investisseurs? En fait, oui et non. Je voulais déjà faire de l'immobilier en arrivant au Québec, sauf que avec mon PVT, je ne pouvais pas retourner aux études. Les études durent 9 mois. Oui. Je voulais déjà devenir courtier, mais je pouvais pas. Donc j'avais mis ça de côté, et puis avec le temps, t'oublies. T'oublies quand même pas mal les projets que t'avais 2, 3 ans en arrière. Donc en rencontrant ces investisseurs, ça m'a remis un peu de baume au cœur pour peut-être, pourquoi pas, relancer les études. Puis après, j'ai repris les études, j'ai commencé les études assez rapidement. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite. Ok, donc là, tu pars pour 9 mois d'école pure et dure. Il y a des stages, comment ça se passe? Alors, moi, je l'ai fait en accéléré. Tu as les cours du soir ou accéléré. Je l'ai fait en accéléré en 6 mois. Donc, c'est toute la journée. Toute la journée. Alors, c'était pendant le Covid, donc c'était que en visio. Il n'y avait pas il y avait pas de classe. Mhm. Je cherche mon mot. Il n'y avait pas de classe. Et puis, non, il n'y a pas de stage. Par contre, c'est juste quand tu fais des études ici, enfin, en tant que courtier immobilier, les études de courtier immobilier, tu vas avoir du droit civil, du droit des affaires, du droit pour les entreprises.
Après, il va y avoir du calcul hypothécaire. Il va y avoir aussi du bâtiment. Ok. Donc tout ça fait partie des études. Il faut comprendre comment fonctionne un bâtiment, sa structure, il faut comprendre comment fonctionnent les installations dans le bâtiment. Et puis après, droit civil, droit des affaires, droit des entreprises, quoi. Donc ça vient avec calcul hypothécaire. Donc là, tu es courtier immobilier résidentiel à Montréal depuis 2 ans. C'est ça. Félicitations déjà. Merci. Tu connais le marché maintenant de l'immobilier à Montréal. Est-ce que tu peux le comparer un petit peu à celui de, je sais pas, Paris ou celui de la France? Est-ce qu'il y a des différences que tu pourrais énumérer par rapport au marché de l'immobilier à Montréal et celui de la France, celui de Paris par exemple? Oui, bien sûr. La première chose et la vraie différence, c'est qu'ici, il y a un ordre professionnel qui régit tous les courtiers immobiliers et il y a une seule plateforme où on affiche les biens, c'est Centris. Donc tous les biens qui sont affichés sur Centris sont avec des courtiers immobiliers. C'est la première chose. La deuxième chose, on est tous régis par un ordre autoréglementé. Donc c'est-à-dire qu'on s'autoréglemente nous-mêmes avec un conseil, etc., etc. La deuxième chose, c'est qu'ici, le fonctionnement est différent. Il y aura toujours, ou presque toujours, 98% du temps, deux courtiers dans une transaction. Il y a toujours le courtier qui inscrit la propriété en vente et le courtier qui représente les acheteurs. Ça permet à ce que les deux parties soient protégées et que leur intérêt soit protégé. Donc ça représente quand même le gros de ce métier-là. Et le troisième point, c'est que les courtiers immobiliers détiennent, si ma mémoire est bonne, 90% du marché. 90% des transactions se passent avec un courtier immobilier. Et tu disais qu'on devait obligatoirement avoir deux personnes dans la vente. Si des francophones nous écoutent et veulent acheter un bien immobilier à Montréal, ils sont obligés de passer par un courtier. C'est pas possible de le faire solo ou c'est Alors, conseillé? c'est possible de le faire solo, mais le courtier vendeur va faire signer un document aux acheteurs comme quoi il ne peut pas les représenter et il ne défendra pas leur intérêt. Et il va même jusqu'à leur conseiller, moi-même je le fais à l'inverse, on va même jusqu'à conseiller des acheteurs sans courtier à se faire représenter par un courtier. Parce qu'en fait, quand le vendeur va afficher un bien en vente, il va facturer un pourcentage qui sera retenu sur le prix de la vente chez le notaire, donc sa commission, et cette commission-là, il va la partager en deux avec le courtier des acheteurs. Et d'ailleurs, tu me fais penser à une question. Est-ce que les commissions sont similaires à la France, plus importantes, moins importantes? Les commissions, ça tourne entre 4 et 6% sur le montant total du bien. C'est moins important, non? Oui, c'est moins. Et cette commission-là va être divisée par deux, parce qu'il y aura un courtier en face. Donc, tu as le courtier qui va charger la commission, courtier vendeur, et tu as le courtier acheteur qui, lui, va se faire payer par le courtier vendeur. Et en plus, vu que t'es tout seul, tu dois quand même faire ta propre communication. On en parlait juste avant d'enregistrer, avoir ta présence en ligne, etc. Donc, vu que les commissions sont quand même un peu plus basses qu'en France, comment toi t'arrives à tirer ton épingle du jeu parce qu'il faut communiquer, parce qu'il faut faire les visites, parce qu'il faut aussi partager sa commission. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je me mets des blocs de temps. C'est-à-dire que le matin, je vais être concentré sur une tâche. L'après-midi, je vais me concentrer sur 2 ou 3 tâches différentes. Le vendredi après-midi, je vais enregistrer mes vidéos que je publie sur TikTok, Instagram. J'ai des blocs de temps comme ça que je respecte. Ça m'arrive, comme tout le monde, de pas tout le temps les respecter, mais 80% du temps, je le respecte. Et c'est comme ça que j'arrive à faire toutes les tâches annexes au métier, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de légal. Donc, quand tu vas faire une offre d'achat, il y a beaucoup de choses à vérifier. Quand tu fais une mise en vente, c'est pareil, il y a beaucoup de vérifications. Et après, tu vas chercher le marketing. Donc, j'ai appris par moi-même. J'ai eu de la chance d'avoir fait un peu de vidéo avant. Donc, je sais faire des montages vidéo. Je sais m'enregistrer. Donc, je suis assez à l'aise avec ça. Là où je suis moins bon, c'est plus pour le côté Instagram, TikTok, à quel moment il faut publier ces choses-là. Je suis un peu moins bon. Mais écoute, j'apprends et puis je C'est m'entoure normal. aussi. Je m'entoure aussi. J'ai de l'entourage qui est bon dans le marketing. On est une petite communauté à Montréal. Donc, on s'entraide beaucoup. Comment les coûts de l'immobilier à Montréal, ils ont évolué ces dernières années? On sait qu'il y a eu quand même une grosse augmentation. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bien sûr, les coûts de l'immobilier, enfin le prix de l'immobilier a augmenté très rapidement, les taux d'intérêt étaient très bas. Donc les gens ont eu beaucoup plus d'argent, entre guillemets, pour pouvoir acheter. Et en Amérique du Nord, on veut toujours acheter au maximum de nos capacités, ou presque. À l'inverse de la France, où nous, on va être plutôt conservateur, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, ou du moins peu. Ici, c'est le pays du crédit. Donc c'est normal, ça fait partie du mode de vie. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que vu que les taux étaient très bas, on était à 1, 2%, 3%, mais les gens ont dépensé au max du max de ce qu'ils pouvaient. Donc forcément, ça a créé de la compétition, c'est ce qui a amené de la surenchère, on a eu beaucoup de surenchère, donc forcément, ça n'a pas aidé. Il y a aussi un point qui n'a pas aidé, et on en fait partie, c'est l'immigration. Il y a de plus en plus d'immigration. Forcément, qui dit immigration dit des gens qui ont besoin de se loger, que ça soit en location ou que ça soit en achat, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat.
Un ingénieur qui arrive ici avec un salaire de 100-120 000 dollars par an, à 2%, il pouvait s'acheter un bel appartement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont venues ajouter ça a augmenté le niveau du prix. Est-ce que le Covid aussi a impacté le prix de l'immobilier selon toi? Oui, alors quand le Covid est arrivé, tous les économistes pensaient que l'immobilier allait baisser. En fait, ça a été l'effet inverse. L'immobilier a monté. Je peux me tromper, je suis pas économiste, hein, bien sûr, mais je pense que les gens avaient de plus en plus d'épargne, avaient de plus en plus d'argent de côté parce qu'ils ne le dépensaient pas. Donc forcément, ça a amené des plus gros apports pour pouvoir acheter des propriétés. Donc je pense que oui, ça a joué. Le Covid a joué. Et la deuxième chose, c'est que les personnes avec la peur du Covid n'ont pas osé mettre leurs biens en vente. Ok. Il y a des gens qui savaient pas comment ça allait se passer, donc ils avaient un projet par exemple de vendre. Bah, ils se sont dit attends, on va attendre un peu de voir ce qui se passe. Sauf que bah, il y a eu de moins en moins de biens sur le marché, de plus en plus d'acheteurs, donc l'offre et la demande, c'est ce qui a fait monter aussi les prix. Est-ce que toi, tu as vu ton activité augmenter après le Covid? Alors moi, j'ai démarré pendant le Covid. J'ai Ouais. démarré en plein milieu du Covid, comme beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de courtiers qui ont commencé à ce moment-là, là, mais moi, c'était vraiment voulu. Là. Mon activité a très bien démarré. J'ai très vite démarré, j'ai très bien démarré. Et puis après, ça s'est fait tout seul, comme je t'expliquais avant l'enregistrement. Je travaille que à la référence. C'est que des références, des gens qui me recommandent, d'amis ou de clients, ou mon courtier hypothécaire avec qui je travaille beaucoup. Tout ça a fait que mon business a bien démarré. Et puis aujourd'hui, je continue d'évoluer. Est-ce qu'il y a des tendances à la hausse ou au contraire à la baisse que les futurs acheteurs ou investisseurs doivent savoir? Oui, alors je vais répondre assez simplement. C'est la première des choses, et tout le monde la connaît, c'est l'offre et la demande. C'est ça qui dirige un marché. Il y a trois types de marchés. Il y a le marché qui va être vendeur, donc le vendeur aura la position de force. Il y a le marché équilibré, donc les deux parties sont en général contents à la fin d'une transaction. Et il y a le marché acheteur, c'est les acheteurs qui vont avoir la force. En ce moment, on est dans un marché plutôt équilibré et on va se diriger vers un marché acheteur. Maintenant, je veux juste dire une chose, c'est peu importe le marché, tu peux acheter, peu importe le marché, ça va juste dépendre du prix. Si tu achètes au bon prix, il n'y a pas de problème. Que tu sois dans un marché haussier ou un marché baissier, si tu achètes au bon prix, que tu revends dans 10, 15 ans, 5 ans, 10, 15 ans, il n'y a aucun problème. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup, n'attendez pas pour acheter l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. Mais comment on fait pour acheter au bon prix? Ça va être ton expertise et tes conseils. Mais C'est ça. est-ce que tu as Quand d'autres tu, choses à ajouter? quand tu veux te positionner sur une propriété, moi, ce que je vais faire, avant de faire une offre ou même avant de discuter de ça, je vais faire une étude de marché. Ça veut dire que je vais regarder tous les comparables vendus autour, et puis je vais pouvoir te donner un ordre de prix, si le prix affiché est trop haut, trop bas. S'il est trop bas, on sait qu'on va avoir plusieurs offres. S'il est trop haut, on sait qu'il ne va pas y avoir d'offres. Donc à partir de là, on peut s'ajuster dans l'offre d'achat que nous on fait. Et donc là, il va y avoir. T'as dit qu'il allait avoir une tendance. Enfin, ça va changer quoi. Bien sûr, le marché est en train de changer. On était dans un marché vendeur pendant le Ok. Covid, donc les vendeurs avaient la force. Ils mettaient une propriété à vendre, là. Ça se vendait en 3-4 jours, c'était vendu, quoi. Aujourd'hui, on est dans un marché équilibré, donc les deux parties sont plus ou moins contents à la fin de la transaction. Tu sais, il n'y a pas de personne qui ne se sent pas bien. Win-win, comme on dit. Et là, je pense qu'on va aller après vers un marché acheteur, pas pour longtemps, parce qu'il y a tellement d'immigration au Québec et il y a tellement de très peu de biens locatifs et en vente que les prix vont continuer à monter. Donc là, on va aller dans un palier, on va vivre un palier, je pense. J'ai pas de boule de cristal, mais je pense pendant 1 an et demi, 2 ans, on va être dans un palier, les prix vont stagner et après, ça va remonter tout doucement. C'est Et- comme ça que moi, je vois le marché. Ok, donc ça fait que bouger en fait. Oui, bien sûr. C'est comme la bourse, c'est juste plus long. Tu sais, les mouvements sont beaucoup plus longs, mais c'est un marché qui va monter pendant très longtemps. Il va légèrement baisser, il va vivre un plateau et après il va remonter. Si tu regardes rapproché, tu as beaucoup de vagues. Si tu regardes sur du long terme, ça fait que monter. C'est l'immobilier entre 1950 à aujourd'hui, il fait que monter par exemple. Mais si tu zoomes, bah, tu as des moments de descente, c'est normal. Intéressant cette métaphore avec la vague, ça permet de mieux, tu vois, de mieux comprendre. Pourquoi selon toi Montréal c'est une ville intéressante pour les francophones dans laquelle on peut investir au niveau de l'immobilier? Ça va être assez simple. Montréal, c'est à 7 heures de Paris, première chose. Deuxième chose, ça parle français. On n'a pas la même mentalité, mais ça parle français, donc c'est beaucoup plus simple. Il y a une grosse communauté française ici, donc c'est assez facile quand même de s'intégrer et de s'entourer de personnes. Et le dernier point, qui pour moi est important, si on prend juste un comparatif, les prix entre Montréal et Toronto, ou les prix entre Montréal et Vancouver, on est beaucoup plus bas. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est beaucoup plus bas. Un 4,5 aujourd'hui qui se vend à Montréal, 450 000, 500 000.
Le même à Toronto va se vendre peut-être 700 000, 800 000 dollars. Forcément, ça amène plus de gens à Montréal. Et à Vancouver, on n'en parle même pas. À Vancouver, j'en parle pas. Un point supplémentaire, je pense que l'immobilier va continuer d'augmenter à Montréal pour plusieurs raisons, notamment l'immigration. Ils ont prévu 500 000 personnes par an en plus au Canada jusqu'en 2026. Donc, il faut les loger à un moment donné. Il y a aussi les investisseurs étrangers. Il y en avait beaucoup avant. Aujourd'hui, il y en a presque plus parce qu'il y a des lois qui sont passées pour interdire ça. Puis après, il y a plein d'autres choses, mais je pense que ça vient dans les autres questions après. C'est plutôt un investissement en tant que résidence principale ou c'est pour du locatif? Alors, quand on a un permis temporaire, on ne peut seulement acheter qu'une résidence principale. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, il y a une loi qui est passée le 1er janvier 2023 interdisant les permis temporaires d'acheter une propriété. Cette loi était contre-productive parce que tu peux pas demander à des gens de venir s'installer ici, de tout quitter, famille, amis, revenus, maison, et de les empêcher d'acheter une propriété. C'est que quand t'es citoyen que tu peux acheter alors, c'est ça? Bah, c'était que en résident permanent ou citoyen quand ils ont passé cette loi. Sauf qu'ils sont revenus sur ce règlement, parce que c'est pas la loi, c'est le règlement qui est lié à la loi, ils sont revenus sur le règlement pour modifier et permettre de nouveau au permis temporaire d'acheter une propriété. Et là, tu parles d'une loi liée au Québec ou liée au fédéral? Au Canada Canada. fédéral. C'est la loi qui à la base interdit les investisseurs étrangers, et dedans il y avait un règlement qui interdisait les permis temporaires. Cette Ok. loi a été, enfin, ce règlement a été modifié le 27 mars 2023. Ouais. Donc les permis temporaires peuvent de nouveau acheter. Ah ok, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Parce que j'imagine que même de ton côté, ça t'enlevait quand même un paquet de clients finalement. Moi, c'est peut-être 40-50% de clientèle, ça c'est la première chose. Et puis, je trouvais ça vraiment contre-productif Quand tu as 20 ans ou 22 ans que tu viens en permis temporaire, c'est pas un problème de pas acheter une maison, là. Tu viens essayer le pays, c'est OK. Mais j'ai aussi des familles qui viennent ici avec 3 enfants, ils ont vendu leur maison, ils ont un capital de 100-150 000 euros à investir, et pendant 2 à 4 ans, ils peuvent pas acheter parce qu'ils doivent attendre la résidence. C'était pas enfin, c'était contre-productif. C'est quoi les principaux quartiers où c'est intéressant d'investir? Et puis, c'est quoi les quartiers où les francophones investissent le plus? J'ai deux questions en une. Pour moi, tous les quartiers sont très intéressants. Bien sûr, il y en a qui sont plus prisés que d'autres. Verdun, Plateau-Mont-Royal, Rosemont, Petite-Patrie. Moi, j'aime beaucoup personnellement Hochelaga parce que c'est un quartier qui est un peu plus bas que les autres en termes de prix, mais c'est un quartier qui est vraiment en train de se gentrifier, comme on dit. Il est vraiment en train de s'améliorer et les prix sont en train de monter. J'aime beaucoup aussi l'est de l'île, enfin juste avant l'est, la 25, Longue Pointe. On peut trouver encore des 2 chambres avec un stationnement assez récent pour moins de 400 000. Donc je trouve ça assez intéressant. Et on reste, enfin, si on parle du métro, avec le métro, on est à 25 minutes, 20 minutes peut-être de Berry-UQAM. En voiture, tu es à 20, 22 minutes. Donc ça reste proche du centre-ville. Et puis maintenant, il y a aussi le REM qui est très intéressant. Acheter tout autour du REM, là, c'est en train de monter. Je conseillerais principalement tous ces quartiers-là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est d'investir à Montréal même ou c'est d'investir aux alentours? Tout dépend de ce qu'on recherche, j'imagine. Ça va dépendre de ton projet. Ça va dépendre de ton projet. Est-ce que tu investis pour y vivre? Est-ce que tu investis pour faire du locatif, du pur locatif? Est-ce que tu veux investir dans du 5 portées plus ou dans du 5 portées moins? Parce que les règles de financement ne sont pas les mêmes. Ça dépend vraiment de ton projet. Ok, on va faire court. Si tu as du capital, tu peux investir à Montréal. Si tu as un peu moins de capital, je sais plus comment on dit. Si tu as un peu moins de capital, tu peux investir en région. Il y a des endroits vraiment qui sont super intéressants que moi j'aime beaucoup. Ça peut être la ville de Sherbrooke, ça peut être Trois-Rivières, ça peut être Shawinigan, ça peut être Saint-Jérôme. Tout ça, c'est des villes qui montent en termes de prix, qui sont intéressants, et tu peux faire des beaux coups financiers tout en investissant peu, entre guillemets. Et le point que je veux ajouter pour ceux qui veulent investir dans du pur locatif, en France, on regarde beaucoup le cash flow, donc les mensualités, tu sais, donc tu vas prendre ton coût d'hypothèque mensuel, plus tes frais mensuels, versus tes loyers, qu'est-ce qui va te rester en différence? En France, on va beaucoup chercher cette différence. Ici, on va chercher la valeur du bien. Tu vas acheter un bien à 300 000 en 2023, bah, tu le revendras peut-être en 2030, il en vendra peut-être 420, 450. Tu sais, j'ai pas de boule de cristal, mais on va chercher beaucoup l'augmentation de valeur, beaucoup plus que le cash flow. Si le cash flow est à zéro ou à plus 10, plus 20, c'est pas très grave, tu vois. Ce qu'on veut, c'est l'augmentation de valeur. Et il existe un troisième point, il existe une chose ici qui s'appelle le refinancement, qui n'est pas connu en France. Tu peux refinancer ta bâtisse au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, avec la nouvelle valeur. Donc si tu prends, c'est anecdotique, mais si tu prends une bâtisse qui prend 200 000 en 2 ans, bah, tu vas pouvoir refinancer 200 000 de plus. Bien sûr, c'est bien plus compliqué que ça, mais je vulgarise la chose.
Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité quand on recherche un bien en tant que francophone? En achat En pour vivre achat, dedans? pour vivre dedans. Ok. Moi, ce qui revient toujours avec tous les Français qui sont ici depuis 3, 4, 5, 6 ans, qui veulent acheter leur première propriété, c'est proche du métro, parce qu'on pense toujours à la location. On ne sait jamais si on va rester ou pas vivre ici. On se pose toujours cette question-là, puis moi, je me la pose encore après 5 ans. Donc, proche du métro, un espace extérieur, toujours. On l'a vu avec le Covid, les gens ont besoin d'une terrasse, d'un balcon, d'un jardin. Minimum 2 chambres. C'est souvent ça aussi, parce qu'à la location, c'est pareil. Si jamais tu penses à louer au bout de 3 ans, bah, 2 chambres, c'est toujours plus intéressant qu'une chambre. Puis si possible, un stationnement, ça serait le best. Au niveau des prêts à la banque, est-ce que en tant que francophone, tu sais s'il y a des avantages, des désavantages, ou si c'est comme en France, c'est-à-dire bah, ça dépend de ton job et de combien tu gagnes? Alors ici, déjà, premièrement, le ratio d'endettement est plus élevé, donc tu peux aller chercher beaucoup plus avec ton revenu annuel. Sinon, les calculs sont les mêmes, que tu sois résident temporaire, résident permanent ou citoyen, tu auras le même accès aux prêts. Ça ne changera rien. La seule chose qui va différencier, c'est la mise de fonds que tu vas mettre. Dans les 6 premiers mois, c'est 10% minimum, et passer la première année, c'est 5% minimum d'apport. Jusqu'à 500 000. Passer 500 000 dollars pour le prix d'achat, tu rajoutes 10% jusqu'à 1 million. Y a pas une histoire aussi d'assurance que tu dois prendre si t'as pas d'apport? Tu ne peux pas acheter sans apport. Enfin, c'est très compliqué d'acheter sans apport. Par contre, si tu mets moins de 20%, c'est l'assurance qui va couvrir le prêt. Donc, souvent, on appelle ça la SCHL. Ça, c'est une assurance qui vient se rajouter à ton hypothèque si tu mets moins de 20% d'apport. 20%, c'est déjà pas mal quand même. Ouais. Puis, c'est assez rare de mettre 20%. Enfin, c'est ce que j'explique beaucoup aux personnes. Tu sais, tu vas mettre 20% de 400 000, ça fait 80 000. Si tu mets 5% de 400 000, c'est 20 000. Est-ce que tu préfères sauver une assurance à 7, 8 000, 9 000 dollars sur 25 ans, ou est-ce que tu préfères garder 60 000 dans ta trésorerie que tu peux utiliser pour autre chose? Mm. Et le calcul est assez rapide là, je pense, souvent. Petite pause publicitaire pour te dire de t'abonner, quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes. Abonne-toi, mets-moi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Et si tu as envie de m'écrire un gentil petit commentaire, mon Instagram c'est Chippy au Canada. Ou si tu as envie de participer et de partager ton histoire, bah écris-moi sur Instagram. Je te laisse avec la suite. En tant qu'expatrié, en tant que francophone, comment toi t'as adapté ton approche pour accompagner une clientèle française intéressée par l'immobilier à Montréal? Quand je me suis lancé en immobilier, on parle beaucoup de se nicher, de se faire sa ferme, comme on dit dans le business. C'est travailler une zone. Alors, ça peut être travailler 4 rues et passer tous les 3 jours, dire bonjour, tu sais, prospecter, etc. Il y a plein de façons de se faire une ferme, comme on dit là. Moi, je me suis concentré sur mes semblables, donc ceux qui viennent de France, qui ont un parcours d'immigration. On parle le même langage, on a à peu près le même état d'esprit, on a le même vécu. On a la même situation, on a tous osé prendre cet avion et quitter, dire au revoir à sa famille, les larmes aux yeux, et dire ok, ben, je tente un truc de fou là. Donc je me suis vraiment concentré sur les personnes qui me ressemblent, et c'est comme ça que ça a démarré. Puis aujourd'hui, c'est comme ça que je travaille avec la communauté beaucoup. Donc je me suis adapté à eux, même si on se ressemble beaucoup. Et surtout, je leur ai amené, mon but, c'est surtout d'amener de la valeur. Oui, il faut que je gagne ma vie, comme tout le monde. On a tous besoin de gagner de l'argent. Mais au-delà de l'argent, j'ai envie que quand quelqu'un parle immobilier, qui a une question, même sur le locatif, bah tiens, appelle Max. Appelle Max, il va te dire quoi faire. Que ce soit pour une session de bail, que ce soit pour une sous-location, que ce soit pour... peu importe la question. Et aujourd'hui, je reçois des questions de gens que je connais à peine, qui m'ont été recommandées par quelqu'un d'autre, mais des questions, des fois, tu sais, il y a pas longtemps, j'ai eu la question, bah, on a oublié de payer l'augmentation de loyer depuis 3 mois, est-ce que le propriétaire peut la réclamer? Il a le droit de la réclamer parce que tu ne respectes pas ton montant accordé. Tu vois, c'est plein de choses comme ça où, au-delà de l'argent et du business, jamais, je veux amener de la valeur à la communauté. Tu fais bien de souligner cette partie-là parce que toi, tu fais et du locatif et de l'achat immobilier, c'est comme ça qu'on dit? De l'achat, de la vente et du Ouais. locatif. Je fais les 3 sections. Tu n'as pas la même casquette quand tu vends une propriété que quand tu es avec des acheteurs ou quand tu es avec du locatif. Des gens qui cherchent à louer un appartement. C'est quoi ton accompagnement pour les francophones qui cherchent? Alors là, tu vas me dire, oui, bah ça dépend si c'est du locatif ou si c'est tu cherches à investir. Si tu peux résumer, toi, ton accompagnement pour quelqu'un qui serait intéressé, allons-y, pour acheter un bien à Montréal. Comment ça démarre et comment ça se termine? C'est mes clients qui m'ont donné l'idée une fois, un couple avec qui que j'ai accompagné dans l'achat, ils m'ont dit, mais tu devrais appeler ça l'accompagnement 360. On a démarré, moi je démarre toujours par un café, c'est très important. J'apprends à connaître les personnes avec qui je vais travailler, parce qu'on n'est pas toujours compatible, ça peut arriver. Il y a des gens avec qui tu n'as pas envie de travailler, et c'est bien, tu sais, c'est ok là, il n'y a aucun problème là. J'ai la chance de pouvoir dire non, parce que je suis à mon compte, donc c'est moi qui décide aussi un peu avec qui je travaille.
Donc, ça m'est arrivé une fois, pour la petite... une fois de Ouais. dire non, mais sinon, à date, je m'entends bien avec tout le monde. Je suis assez facile. Donc, la première chose, c'est le petit café pour apprendre à se découvrir. Donc, ça dure une heure et demie, on discute, on apprend à se connaître, on pose des questions, d'où on vient, etc. Par la suite, je t'envoie vers un courtier hypothécaire qui, lui, va te donner une approbation, une pré-approbation. Donc, ça veut dire, selon tes dettes, tes revenus et ta cote de crédit, combien tu peux emprunter ici. Une fois que tu as ce montant-là, on prend la décision du montant de recherche. Ça veut dire que tu vas vouloir acheter un deux chambres. Admettons, tu as le droit à 500 000, mais moi, je t'ai mis dans la tête, pense à tes mensualités, parce que 500 000, c'est un chiffre. Mais est-ce que tu es capable de payer 3 000 dollars ou 2 500 dollars d'hypothèque par mois? Oui, non. Donc, on regarde tes mensualités. Suivant tes mensualités, on cible les quartiers. Et à partir de là, on lance une recherche. Et après, bah, c'est parti pour les visites. Donc, bah, cette propriété t'intéresse, je t'envoie les documents, je regarde les détails de la propriété, on va visiter. Une fois que tu es prêt à acheter un bien, à partir de là, moi, je rentre dans le côté légal. Donc là, c'est moi qui vais rédiger les documents. Donc, promesse d'achat, signature de la déclaration du vendeur, tous les documents qui peuvent être accompagnés de la propriété. Donc, je vais aller les chercher auprès du courtier en face. L'organisation de l'inspection, la recommandation d'inspecteur. Après, moi, je travaille avec une adjointe derrière aussi qui met tout ça en place. Donc, tous les rendez-vous, les délais légaux, toute la vérification de la propriété en elle-même. Et tu as aussi, pour faire court, ça fait promesse d'achat, documentation, inspection, financement. Donc, ça, c'est trois conditions. J'ai une question. C'est quoi la Oui. partie inspection? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la partie inspection, au Québec, il est recommandé de faire une inspection quand tu achètes une propriété. Mhm. C'est quelque chose que j'applique à la lettre et je suis assez chiant avec ça. Même pour un bien neuf, j'aime bien faire une inspection pour une chose qui est simple. C'est que tu sais ce que tu achètes. Tu vas pas revenir dans 6 mois pour dire je ne savais pas. Ok. Et à l'inverse, quand un de mes clients vend, on peut faire des inspections pré-vente pour dire à l'acheteur, voici l'inspection, tu ne peux pas m'attaquer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Donc l'inspection, ça coûte entre 600 dollars et 1000 dollars à peu près, mais ça vaut la peine. Tu sais ce que tu achètes. C'est un peu comme un contrôle technique en France, ou Ok. comme ici, quand tu achètes une voiture, tu vas contrôler la voiture avant de l'acheter. C'est un peu la même chose. Tu vas contrôler ce que tu achètes. Et si tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre, mais tu peux même aller plus loin, faire des expertises. Et après, bah, tu peux négocier le prix aussi. Ça peut arriver qu'on ait des baisses de prix de 10, 20 000 parce que bah, on a découvert, je sais pas moi, une toiture a changé ou peu importe. Ok, c'est comme un espèce de scan en fait. Ouais, ils viennent voir la propriété, puis ils viennent te donner un avis dessus et te mettre tous les défauts sur papier. Moi, j'appelle ça un peu un carnet d'entretien. Parce que Mhm. si c'est des défauts mineurs, bah, tu peux les régler au fur et à mesure. C'est une fois que tu es rentré dans la propriété, je sais pas moi, tu achètes une maison, tu as les portes à changer, bah, la première année, tu fais les portes. La deuxième année, tu vas changer, je sais pas moi, la douche. Tu vois. Ça peut être n'importe quoi, mais tu vas suivre un peu cette inspection pour savoir ce que tu as à faire dans la propriété. Et donc tu facilites grandement et limite tu prends par la main, on peut dire ça comme ça un peu, les Oh, limite. Mais j'aime pour ça. mais j'imagine que ça doit être un accompagnement hyper rassurant parce que toi si tu l'as dit plusieurs fois, tu connais le légal et je pense que c'est hyper important ici au Québec de savoir bah, ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible, les risques. Donc tu apportes vraiment une plus-value, c'est le terme que tu as emprunté tout à l'heure pour tes clients francophones. C'est ça. Et puis pour rappeler, c'est le pays de la procédure. Mhm. Et oui. Ils ne vont pas hésiter à t'attaquer s'il y a le moindre problème. Donc il faut savoir, tu sais, en France, il y a un problème, il y a un conflit. Bon, ça a peut-être changé, mais allez, quand j'y étais encore, il y a un problème, il y a un conflit. Tu vas t'asseoir autour d'une table, tu discutes à la bonne franquette, on trouve une entente, on n'en parle plus, quoi. Ici, non. Ici, ils t'attaquent pour le moindre truc, ils t'attaquent. Ils ont rien à perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se protéger et se baquer. Comme ça, au moins, bah, t'es safe. Si t'es droit dans tes baskets et que tu dors l'esprit tranquille, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois? Mhm. Et puis, tu sais, ça peut aller plus loin des fois. Il y a pas longtemps, j'ai fait une inspection avec un couple. Bah, on a découvert une fissure dans la fondation. Ici, c'est quelque chose qui est assez courant d'avoir des fissures dans les fondations. Mais si on n'avait pas fait l'inspection, on ne l'aurait pas vu. Bah, ça a permis d'avoir une. Je peux pas parler des montants parce que c'est confidentiel, mais ça a permis d'avoir une baisse de prix. Oh, ok, Donc, super. on a été négocié encore sur le prix d'achat pour qu'ils puissent faire les travaux. Hmm. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est la première chose, votre courtier immobilier. Si vous n'avez pas confiance, que ce soit moi ou un autre, hein, peu importe, on s'en fiche là. Vous devez travailler avec quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance et qui vous accompagne, qui vous explique tout de A à Z. Comment tu fais, toi, pour rester hyper proactif sur la partie légale? Est-ce que les lois, elles bougent souvent? Comment tu t'informes justement pour toujours bah, fournir les meilleures informations et les plus justes à tes clients? Alors les lois bougent beaucoup, on a des formations continues, on est tous les jours ou presque tous les 2 jours, on reçoit des informations de notre ordre professionnel qui permet de nous mettre à jour. Et puis,
On parle beaucoup aussi avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 15-20 ans de métier. Tu sais, par exemple, même moi, ça m'arrive encore d'aller sur des propriétés où il y a des choses que je ne connaissais pas. Eh ben, avant de faire quoi que ce soit, je vais appeler quelqu'un qui a 20 ans de métier qui va me dire, bah, Max, vérifie ça, fais peut-être plus attention à ça. Ça m'arrive de moins en moins parce que je commence à, tu sais, je suis vraiment de plus en plus à l'aise dans le métier. Mais il y a des fois, il y a encore des petites choses où il faut aller chercher de l'information. Comme un informaticien, comme peu importe le métier, là, tu sais. Ouais, en fait, tu t'entoures d'experts et des gens qui ont de l'expérience pour Ouais. justement fournir le meilleur accompagnement possible, c'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai aussi une force, c'est que je travaille beaucoup avec les mêmes personnes. Tu sais, je travaille, tous les gens qui m'entourent, que ce soit le notaire, inspecteur, peu importe le domaine, je travaille souvent avec les mêmes personnes. Je force pas mes clients à travailler avec eux, mais ils font partie de mes recommandations. Et puis par contre, bah, si un jour je suis en train de, ça m'est déjà arrivé de visiter une maison, on n'a même pas fait d'offre, j'appelle mon inspecteur, je lui pose la question, il va me répondre du tac au tac. Et ça, tu vois, ça fait partie du relationnel, c'est ce que moi j'aime. Hmm. Et je peux amener une réponse tout de suite à mon acheteur. Tu sais, on va pas attendre de faire une inspection. Ça me fait penser à la partie réactivité. Est-ce que les appartements, les maisons à Montréal, ça part comme des petits pains? Est-ce qu'il faut être réactif depuis quelques mois ou ça l'a toujours été? Alors, moi, depuis que je suis dans le métier, c'est très rapide. 20-30 jours, 40 jours grand maximum, c'est vendu. Sachant que dans ton 40 jours, tu as inclus un 15 jours de délai, financement, inspection, documentation. Donc Ah ça veut oui. dire que 40 jours, c'est 40 moins 15. Donc en 20, 30 jours, 35 jours, c'est vendu, quoi. Assez rapidement. Est-ce que tu as des anecdotes fun, une anecdote fun à raconter lors d'une vente ou qui t'est arrivée? J'en ai une qui est très marrante. Ici, l'image du courtier, c'est le gars en costume, avec une cravate, qui roule en Mercedes ou en BMW. J'ai pas de jugement avec ça, ça me gêne pas. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais moi, je suis un homme plutôt simple. Je suis habillé en décathlon, ou ça m'arrive des fois de porter une chemise, mais je suis assez simple. Je reste qui je suis, et puis je suis là pour surtout amener du conseil, pour amener de la valeur, mais je suis... Enfin, voilà. Un jour, je suis parti en visite avec un couple. On est parti, on avait 3 visites d'organiser, 2 ou 3 visites d'organiser. Et ce jour-là, je venais de vendre ma voiture. Enfin, la veille, j'avais vendu ma voiture, j'étais à pied. Donc, j'ai pris un taxi pour aller à la visite, sauf qu'eux aussi étaient à pied. C'était pas prévu. Du coup, bah, on sort de la visite, je leur dis, bah, pas de problème, je vais reprendre un taxi, puis on va à la deuxième visite en taxi. Et là, ils m'ont dit, non, non, t'embête pas, viens, on prend un Bixi. Donc, j'arrive devant le Bixi, je dis, bah, ok, carrément, c'est fun. Enfin, tu sais, on se connaissait pas trop encore, c'était le début, mais ok, quoi. J'arrive devant le Bixi, je venais de changer de carte de crédit, je pouvais pas payer mon Bixi. Ah, c'est drôle. Donc, c'est mes clients qui m'ont payé mon Bixi. Et j'ai tenu parole, je lui ai dit, le jour où on passe chez le notaire, je te rends ton 1 dollar de location. Et le jour où je suis allé chez le notaire, j'y suis allé en métro et on s'est retrouvé dans la même rame de métro. Ah, c'est drôle. Et je lui ai rendu son 1 dollar de location, son 1 dollar du Bixi. Enfin, moi, je trouve ça super cool. Et puis aujourd'hui, on se voit toujours. Ils me référencent des amis. Puis des fois, je vais prendre l'apéro avec eux. Puis c'est OK, là. Donc ils sont contents de leur achat. Je pense, ouais, ils sont très heureux. Ouais, c'est chouette. C'est quoi tes prochains défis personnels et professionnels? Un défi professionnel, personnel, c'est une bonne question. J'ai fait un 10 km l'année dernière. J'ai couru un 10 km, le 10 km de Montréal, dont je suis très fier, parce que je suis un Wow. gars assez corpulent quand même, je suis lourd. Et j'aimerais bien faire un semi-marathon pour 2024. Hey, c'est Ça un serait beau un, objectif, ça. ça serait un bel objectif. Puis maintenant que je viens de le dire, bah, je vais m'y engager. Donc je m'engage auprès de toi à le faire. Yes, c'est noté. C'est quand le semi-marathon là qu'on regarde C'est la au mois de date? septembre. Mois de septembre 2024. Ok, bon, il y a encore un peu de Voilà. temps. Bon, il y a l'hiver entre-temps, mais Je suis dans la merde. on y Et puis là, croira. le deuxième objectif, c'est de monter une équipe de courtiers. Waouh, ça c'est beau. Ici, ici, ça se fait beaucoup. Donc, tu as un courtier qui va gérer une équipe de... Souvent, c'est des jeunes courtiers qui démarrent dans le métier. J'aimerais bien monter une équipe pour amener ma façon d'être, ma façon de penser, des gens qui me ressemblent. Parce que qu'on le veuille ou non, le métier de courtier immobilier, puis tout ce qui touche à l'immobilier, c'est un monde de requins. Là. Qu'on le veuille ou non, c'est un monde de requins. Moi, je pense pas de cette manière-là, du moins, je pense. Oui, il faut que je gagne ma vie, il faut que je gagne de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est de prospérer. Mais au-delà de l'argent, le plus important à mes yeux, c'est le relationnel. Et je pense que plus tu es bon avec tes clients, plus tu en prends soin, plus ils vont te recommander et plus l'argent va venir. C'est automatique, hein. Donc j'aimerais bien monter une équipe et amener cette valeur-là à des nouveaux courtiers pour peut-être les faire prospérer eux aussi, et puis que tout le monde puisse en vivre et que tous nos clients soient heureux. Oh, ça c'est le super mot de la fin, j'adore. Je pense vraiment que Ah. J'aimerais que ça continue dans ce sens-là. C'est des beaux défis, donc en septembre. Donc on revient avec le semi-marathon et une nouvelle équipe alors. Ça serait bien, ouais, carrément. Le message est passé. Si jamais il y a des francophones qui nous écoutent avec d'abord un projet locatif et qui veulent venir vers toi,
qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme demande, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme critères pour vraiment que toi, tu puisses les aider rapidement et optimiser la recherche. On parle en logement locatif. Locatif. Ok. Locatif, déjà la première chose que je conseille à tout le monde, peu importe, courtier, pas courtier, ne payez rien tant que vous n'avez pas signé de bail. C'est la Mhm. première chose. Je reçois des appels des gens qui ont payé 500 $ pour réserver un appart, ils se sont fait arnaquer. Mauvaise histoire. Ne payez rien. La deuxième chose, s'ils viennent vers moi, tout ce qui va être en dessous de 1 600 $ et moins, les courtiers partagent aussi leur rétribution sur ces montants-là. Donc forcément, quelqu'un qui est à 1 600 $ ou moins va mettre plus de temps à me répondre. Je ne vais pas dire autre chose, mais il va mettre plus de temps à me répondre. Donc je conseille à tous ceux qui cherchent à 1 600 et moins de regarder par eux-mêmes sur Centris, de contacter les courtiers en direct, et ça ira peut-être beaucoup plus vite pour eux. La deuxième chose, c'est Kangaloo, Marketplace, Lespac. Sur tous ces sites-là, il y a aussi des logements qui sont intéressants pour des bons prix. En tout cas, si vous avez des appartements, enfin si vous êtes intéressé pour louer, il n'y a pas vraiment de règles en tant que telles. Le plus dur, c'est les animaux. Quand il y a des animaux, c'est assez dur de trouver un logement. Mais sinon, aujourd'hui, moi, je fais passer des dossiers de personnes qui n'ont pas encore de travail, qui Ok, ont juste un peu d'économie. Ça passe, quoi. Il y ça a une passe. manière il y a une manière de présenter les choses, en fait, je pense. Ok, Si tu expliques à un courtier en face qui ne connaît pas le monde des nouveaux arrivants, si moi j'explique toujours la même chose, c'est les gens qui viennent ici ne viennent pas là pour attendre que ça se passe. Ils viennent ici pour trouver un travail, pour prospérer. Donc à partir de là, ils vont payer leur loyer. Là. Je suis pas stressé avec ça. ok, donc, C'est de la manière de comment on présente les choses. Et même ceux qui cherchent sans courtier, préparez bien votre présentation. Voici pourquoi je suis venu au Canada. Voici dans quoi je vais travailler. Voici mes revenus annuels estimés. Voici mes économies. ok, donc toi, tu penses que si tu arrives à bien présenter tes clients, ça passe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas pour regarder sur les groupes, qui ont un peu des économies de côté, mais qui disent, ouais, j'arrive pas à avoir de réponse, malgré ça, on me refuse parce que j'ai pas de travail. Toi, tu penses que même si, enfin, que tu arrives plutôt à vendre tes clients, ça passe. À date, j'ai jamais eu de dossier refusé. Oh, c'est intéressant ça. Juste la manière. On est tous, on est tous humains. Hein. Si demain, tu arrives sur une table et que tu dis, alors, s'il y a d'autres personnes en face en concurrence, ça va peut-être moins bien passer, mais si tu n'as pas de concurrence, que tu es le premier à faire une offre, voici leur situation, voici leur revenu annuel. Après, il faut aussi être logique. Hein. Si tu te positionnes sur un loyer à 3 000 $ par mois, mais que tu gagnes un revenu de 30 000 $ par an, ça marche pas. Hmm. Il faut aussi être logique. Si tu vas chercher un loyer à 1 600 et que tu fais 100 000 de revenus, le propriétaire, il va se dire, ok, pas de problème, quoi, tu vois. Tout est dans la présentation, dans la bonne foi, dans comment expliquer les choses. Puis à date, j'ai pas eu de problème. Donc ça, c'est pour la partie locative. Et si on veut acheter un bien immobilier à Montréal, comment on fait pour te contacter? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on doit te... Avec quel message on doit arriver vers toi? Salut Max, on prend un café. Moi, Génial. ça me suffit. On prend un café, on pense à acheter, on n'est pas sûr, on veut savoir comment ça se passe. Pas de problème. On se prend un café, puis on va discuter. Il n'y a pas d'engagement, c'est à la bonne franquette. Et Ok, puis, à partir de là, je leur expliquerai comment ça fonctionne. Donc, tu sais, on va voir le courtier qui va être prêt à approuver. Puis après, on va regarder tes mensualités. Est-ce que tu es confortable de payer ces mensualités? Qu'est-ce que tu veux acheter? Ça a aussi son importance, hein, parce qu'on a tous des goûts différents. Mais non, c'est simplement par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Salut ok. Max, on se prend un café. Voilà, moi, ça me suffit. Avec On, plaisir. on t'écrit sur les réseaux sociaux ou t'as un site internet? Comment ça se passe pour te contacter? Le site sera fini au mois de décembre. Ok. Mais on peut me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, ou par téléphone, ou par email, peu importe. Je suis facilement joignable. Tes réseaux sociaux, c'est... Maxime.gaumont pour Instagram, Ok. et puis Maxime Gaumont sur Facebook. Et je Ok. suis beaucoup sur WhatsApp aussi, pour ceux qui veulent. Et ben, je mettrai toutes tes infos dans la partie description, comme ça on pourra te contacter si on a plein de questions. Merci beaucoup, en tout cas c'était cool de t'avoir et t'as partagé beaucoup, donc je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes. Donc c'était cool, j'espère que t'as bien aimé ce moment. Ouais, Avec carrément, moi. merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir reçu, merci de partager ma voix aussi à tes auditeurs, à ceux qui t'écoutent.